Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui touche de nombreuses personnes souffrant de douleurs chroniques, les opiacés et les opioïdes. Nous allons explorer leurs différences, les raisons pour lesquelles ils sont prescrits et les effets sur le corps et le cerveau. Nous mettrons également l'accent sur la dépendance, ses risques et ses conséquences. Enfin, nous verrons des alternatives sûres pour gérer la douleur chronique. Je suis Corinne Cliquet, infirmière de formation, coach en gestion de douleurs chroniques, praticienne en hypnose et patiente ressource pour le syndrome douloureux régional complexe, SDRC. Mon rôle est d'aider les personnes souffrant de douleurs chroniques à travers des ateliers, des groupes de parole et du coaching individuel. Je suis également titulaire d'un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient. Mon objectif est de vous fournir des outils et des connaissances pour mieux gérer votre douleur. Donc, commençons. Les opioïdes et les opiacés, définition et différence. En fait, les opiacés, ce sont des substances naturelles dérivées du pavot à opium. Donc, voici quelques exemples d'opiacés naturels. La morphine, que tout le monde connaît, utilisée pour traiter des douleurs sévères, souvent après des interventions chirurgicales. Environ 80% des patients en soins palliatifs reçoivent de la morphine pour soulager leur douleur. La codéine, utilisée pour traiter la douleur légère à modérée et comme antitussif. Donc ça, c'est bien malheureux de trouver de la codéine dans les sirops pour la toux, car la codéine, on peut devenir très dépendant. Environ 10% des prescriptions de médicaments contre la douleur en France incluent de la codéine. L'opium, ce sont des substances brutes contenant plusieurs alcaloïdes, dont la morphine et la codéine. Historiquement, l'opium a été utilisé en fait pendant des milliers d'années pour ses propriétés analgésiques. Il y a la thébaïne, c'est un alcaloïde utilisé comme précurseur pour d'autres médicaments. Nous allons voir maintenant les opioïdes. En revanche, eux désignent un groupe plus large qui inclut donc les opiacés naturels comme ceux mentionnés en fait ci-dessus, les opioïdes semi-synthétiques comme l'oxycodone, souvent prescrits pour des douleurs modérées à sévères, les opioïdes synthétiques, comme le fentanyl, qui est environ 50 à 100 fois plus puissant que la morphine et qui représente une part importante des surdoses aux États-Unis. Mais on commence à le voir de plus en plus en France et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez. Ces substances agissent en fait en se liant à des récepteurs spécifiques dans le cerveau et la moelle épinière appelés les récepteurs opioïdes. Donc voici la définition de la dépendance. En fait, la dépendance, c'est un état caractérisé par une consommation compulsive d'une substance malgré les conséquences négatives sur la santé physique, mentale et sociale. En fait, elle se manifeste par plusieurs éléments clés. Donc il y a la tolérance. La tolérance, c'est le fait le besoin d'augmenter la dose de la substance pour obtenir en fait le même effet qu'auparavant. Et ce sera de pire en pire. À chaque fois, il faudra augmenter de plus en plus les médicaments pour avoir le même effet. Le sevrage, donc ça fait partie aussi du problème dans la dépendance aussi, hein, puisque c'est l'apparition en fait de symptômes physiques et psychologiques désagréables lorsque l'utilisation de la substance est réduite ou arrêtée. La consommation compulsive, donc ça, c'est l'incapacité à contrôler ou à réduire l'utilisation de la substance, même quand cette dernière entraîne des problèmes de santé ou des difficultés dans les relations interpersonnelles. On sait qu'il y a toutes ces difficultés, on sait que c'est pas bien pour notre corps, mais voilà, notre cerveau, lui, nous demande d'obéir et il veut sa dose de médicaments. La poursuite aussi de l'usage, donc c'est continuer à consommer la substance malgré la connaissance de ses effets nocifs, comme on vient de le voir un peu plus haut. Donc en fait, pourquoi prescrit-on en fait des opiacés et des opioïdes? Donc en fait, les indications médicales principales, c'est souvent aussi lors des douleurs aiguës et sévères, donc après une chirurgie majeure, traumatisme grave ou accident avec blessure importante, les douleurs chroniques, cancer, maladies dégénératives, syndrome douloureux complexe et douleurs neuropathiques qui sont résistantes aux autres traitements. Mais malheureusement, il faut savoir que les opioïdes ou les opiacés ne viendront pas diminuer ces douleurs. En fait, c'est juste un pansement, hein. Ils vont cacher, on va avoir moins
l'impression d'avoir mal, mais le problème, c'est que lui, notre cerveau s'habitue à ces substances. Donc, les mécanismes maintenant d'action, hein, donc les opiacés et les opioïdes, en fait, se lient aux récepteurs opioïdes dans le système nerveux central, inhibant en fait la transmission des signaux douloureux et réduisant en fait la perception de la douleur. L'effet des opiacés et des opioïdes donc sur le corps et sur le cerveau. Donc les opiacés et les opioïdes ont des effets variés sur le corps et le cerveau, hein. Donc sur le système nerveux central, donc c'est l'analgésie, c'est le soulagement de la douleur en bloquant les signaux douloureux. L'euphorie, c'est une sensation de bien-être qui peut conduire à une utilisation excessive, d'où la dépendance. La sédation, c'est la réduction de l'excitation et de l'anxiété, mais on peut aussi, du coup, entraîner de la somnolence. Donc, c'est pour ça qu'on demande de ne pas conduire quand on prend de la codéine, enfin, des opiacés ou des opioïdes. Ça joue aussi sur le système respiratoire, donc il peut y avoir des dépressions respiratoires. Les opioïdes peuvent ralentir donc la respiration, ce qui peut être dangereux, surtout à forte dose. Donc là, c'est une urgence vitale. Ça joue aussi sur le système digestif, hein. La constipation, en fait, c'est un effet secondaire qui est courant, qui touche environ jusqu'à 80% des utilisateurs des opioïdes. Cela peut nécessiter donc des médicaments supplémentaires pour la gérer. Et hop, de nouveau, on rentre encore dans le cercle vicieux des médicaments. Ça joue aussi sur le métabolisme et les hormones, donc la diminution de la libido. Les opioïdes donc, peuvent affecter la production d'hormones sexuelles, entraînant des troubles de la libido et donc de la fonction sexuelle. Les perturbations aussi du métabolisme, ils peuvent entraîner des changements dans le poids corporel. On peut devenir obèse ou alors l'effet inverse avec la codéine et les opioïdes. On peut aussi avoir de moins en moins faim, donc maigrir. Les effets psychologiques, donc dépendance et tolérance, avec une utilisation prolongée, le corps, lui, s'habitue et nécessite des doses de plus en plus élevées pour obtenir en fait exactement le même effet. Les symptômes de sevrage, donc en cas d'arrêt brusque, des symptômes comme l'anxiété, la dépression et les douleurs physiques peuvent apparaître. En fait, il faut savoir que le cerveau, notre cerveau s'adapte à la présence d'opioïdes et en leur absence, il peut provoquer un état de manque, donc des douleurs. Donc, vous pouvez avoir des douleurs liées à la maladie, liées voilà, à la blessure, mais votre cerveau, lui, va provoquer des nouvelles douleurs. Et ce sont ce qu'on appelle les douleurs d'état de manque. Et là, ça peut être, c'est compliqué du coup pour un patient pour savoir est-ce que j'ai mal parce que c'est la maladie ou est-ce que j'ai mal parce que je suis en état de manque. Donc, une petite astuce, si vous prenez vos médicaments à heure régulière et que, par exemple, vous les prenez à midi, entre 11h30 et midi moins le quart, vous commencez à avoir des douleurs. Donc là, au lieu de vous précipiter, de dire ça y est, j'ai mal s'il y a la maladie, non, attention, ça peut être des douleurs liées à liées au cerveau qui lui est en manque et qui vous rappelle que ça y est, hein, il veut sa dose, c'est l'heure, il veut sa dose, vite, vite, vite. Donc en fait, du coup, cet état de manque, ça peut provoquer de l'irritabilité, des troubles du sommeil et donc des douleurs physiques, comme je viens de vous l'expliquer. Donc ça, c'est très important d'avoir son cahier de douleurs chroniques, hein. Pourquoi? Bah parce que sur ce cahier, vous allez pouvoir noter, c'est un cahier de suivi de douleurs chroniques. Je propose des ateliers en fait là-dessus, petit aparté. Ça va vous permettre de savoir à quel moment vos douleurs apparaissent, à quel moment, à quelle heure, voilà, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là et tout. Et petit à petit, ça va vous aider aussi de vous rendre compte, en fait, si ces douleurs, ce sont des douleurs de manque ou réellement des vraies douleurs liées à la blessure ou à la maladie. Donc, les risques de la dépendance aux opiacés et aux opioïdes. Donc, la dépendance aux opioïdes est un problème majeur de santé publique. Donc, voici en fait quelques chiffres clés en France. Donc, il faut savoir qu'en France, en 2021, environ 3000 décès par surdose ont été rapportés, donc une partie significative était liée aux opioïdes. Environ 1,5 million de Français
souffrent de douleurs chroniques et une proportion significative d'entre eux utilisent en fait des opioïdes. Mais je vous mettrai, et vous allez voir qu'il y a d'autres parce que ça augmente de plus en plus. Il faut savoir qu'il y a environ 4 décès par semaine liés aux opiacés, liés aux opiaïdes. Donc, je vous mettrai une infographie à la fin à la fin de la vidéo pour que vous vous rendez compte, en fait, voilà, des chiffres. C'est des chiffres de la douleur chronique, mais vous verrez, je donne des chiffres sur les opioïdes et les opiacés. Les manifestations de la dépendance, donc c'est la tolérance qui est accrue au fil du temps. Le corps nécessite des doses de plus en plus élevées pour obtenir le même soulagement de la douleur. Donc vous allez dire, mais j'en ai déjà parlé, mais il est important d'en reparler et de parler de cette dépendance. On n'en parle pas assez de la dépendance des opioïdes et des opiacés. Les symptômes de sevrage, si l'utilisation est arrêtée brusquement, des symptômes désagréables peuvent apparaître, tels que l'anxiété, les nausées et la douleur physique. Et aussi, c'est là où le problème des décès, le risque de surdosage. Les opioïdes, surtout en particulier le fentanyl, peuvent entraîner une surdose fatale. Mais la morphine aussi, hein. Morphine, codeine, tout ça, il peut y avoir des surdosages. Donc, des impacts sur la qualité de vie. La dépendance affecte non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale, les relations sociales et la vie professionnelle. Environ 60% des personnes dépendantes aux opioïdes, signalent des problèmes relationnels et des difficultés au travail. Bah oui, on vient de moins en moins de travailler et puis en plus on s'isole. Mais le problème, c'est que on est en état de manque. Donc, pour avoir tout ça, on fait soit les hôpitaux, hein, en disant qu'on a mal, soit on change de médecin, ou malheureusement, aussi, on va se servir sur Internet, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans les médicaments vendus sur Internet. Donc, faites très, très attention. Donc, il y a des alternatives un peu plus sûres pour gérer la douleur chronique, hein. Il existe en fait plusieurs alternatives sécuritaires quand même. L'éducation thérapeutique du patient, donc l'avantage, bon, grâce à mon DU, je vous aide à mieux comprendre votre douleur et à gérer vos symptômes. Et ça, c'est important de comprendre la douleur et de gérer vos symptômes. Plus vous allez savoir de choses sur la douleur et plus vous allez aller vers le mieux-être parce que vous allez comprendre le pourquoi. C'est pourquoi j'ai insisté autant tout à l'heure sur le problème des douleurs. Est-ce que des douleurs liées au manque, parce que notre cerveau est en manque des médicaments, et les douleurs liées réellement à la maladie. Donc en fait, avec l'ETP, on identifie les déclencheurs de la douleur. On prépare aussi les consultations médicales. C'est hyper important de préparer une consultation médicale. Et on intègre aussi des stratégies de gestion du stress, mais on explique réellement ce que c'est que la douleur. Il peut y avoir des thérapies complémentaires, hein, des méthodes comme l'hypnose que moi je propose aussi, hein. Je propose des séances d'hypnose et j'apprends aux gens l'auto-hypnose pour se gérer eux-mêmes. L'acupuncture, la méditation, elles ont montré aussi leur efficacité. Par exemple, des études montrent que l'acupuncture peut réduire la douleur de 30 à 50% chez certains patients. Les exercices physiques adaptés, hein, l'activité physique est essentielle. Les exercices doux comme le yoga, la natation ou la marche permettent de renforcer donc, vos muscles, d'améliorer la circulation sanguine, ce qui peut réduire la douleur. On sait qu'il y a une douleur parce que la circulation sanguine se fait mal aussi. Donc, vous voyez, il y a toujours un lien avec tout, en fait. Les groupes de parole et les soutiens psychologiques que je propose, hein, surtout les groupes de parole, c'est participer donc à des groupes de parole, permet en fait de partager des expériences et de bénéficier donc d'un soutien émotionnel. Selon des études, les groupes de soutien peuvent réduire le sentiment d'isolement et améliorer ainsi la qualité de vie des personnes souffrant de douleurs chroniques. Donc, quelques conseils pratiques pour améliorer votre qualité de vie. Donc, la communication qui est avec les professionnels de santé, donc ça, c'est très important. Donc, soyez transparent, hein, c'est partager vos préoccupations, vos symptômes avec vos médecins, d'où l'intérêt d'avoir ce fameux cahier de suivi de douleurs chroniques. Posez des questions, n'hésitez pas à demander des clarifications sur vos traitements et les effets
Voilà, n'acceptez pas, voilà, on vous donne de la codéine, ne l'acceptez pas comme ça, posez des questions. C'est un droit, vous avez le droit de poser des questions. Le médecin est en droit de vous répondre. L'éducation donc sur la douleur, comprendre la douleur, c'est vous informer sur les différents types de douleurs et les traitements disponibles. Il y a la douleur aiguë, la douleur chronique, mais il y a les douleurs neuropathiques, les douleurs neuroplastiques. Il y a plein de sortes de douleurs. Il y a les douleurs subaiguës aussi. Participer à des ateliers, c'est ce que moi je propose aussi, c'est vous engager dans des programmes d'éducation thérapeutique pour mieux gérer votre douleur. Plus vous allez en apprendre et plus vous allez pouvoir faire face et savoir ce qu'il vous faut réellement ou pas. Vous êtes en droit de dire à un médecin, bah non, je ne veux pas vos traitements médicamenteux. Je voudrais essayer telle ou telle chose. Donc ça, il faut être curieux de nature. La gestion du stress, hein, ça c'est important aussi, hein. On le sait que la douleur engendre du stress, mais l'effet de manque de ne pas avoir ces médicaments engendre aussi du stress. Donc, la gestion du stress, c'est des techniques de relaxation, hein, comme le yoga, la méditation, des activités apaisantes, trouver des hobbies qui vous détendent comme la lecture, le jardinage ou l'art. Et n'oubliez pas de faire aussi de l'activité physique. Ce n'est pas parce que vous êtes douloureux qu'il ne faut plus rien faire. Au contraire, on le sait de plus en plus que même si on est douloureux, il faut continuer à faire des activités. Mangez aussi, ayez aussi une alimentation équilibrée, manger varié, avoir une bonne hydratation et un soutien social, hein, ce qui, voilà, c'est très très important. Et ayez un suivi médical donc régulier aussi pour l'évaluation de votre douleur et aussi essayer de voir avec votre médecin pour des alternatives aux opiacés et aux opioïdes. Il peut y avoir des traitements non médicamenteux que vous pouvez explorer. Donc ça, faut en discuter avec votre médecin, hein, comme l'acupuncture, la physiothérapie, d'autres thérapies complémentaires. L'hypnose, on sait que l'hypnose fonctionne très bien aussi. Donc voilà, j'ai terminé mon petit speech sur les opiacés et les opioïdes, hein, qui peuvent être des outils qui sont puissants, hein, pour gérer la douleur, mais leur utilisation à long terme comporte des risques importants. Donc heureusement, il y a des alternatives qui existent, hein, pour vous aider à mieux gérer la douleur chronique de manière plus sécuritaire et durable. Donc n'oubliez pas qu'il est essentiel de consulter un professionnel pour déterminer la meilleure approche pour vous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, posez-les. N'hésitez pas à laisser aussi un commentaire ci-dessous. Et n'hésitez pas à aller voir mon site internet où je donne beaucoup aussi d'informations, où je propose énormément d'ateliers. Mon but, c'est vraiment de vous aider. Mes ateliers, alors je suis sur Valence, mais mes ateliers, il faut savoir que je les fais en présentiel, mais je peux les faire aussi en visio. Donc les personnes qui sont loin de Valence, vous pouvez très bien participer à mes ateliers. Et je propose des formations. Les formations sont importantes, même que vous soyez patient, vous pouvez faire des formations sur mon site. Vous trouverez des formations pour vous en e-learning. Et je fais des formations maintenant aussi de 3 heures, seulement 3 heures, de samedi matin par mois. Voilà. Je mets des prix qui sont pas très élevés parce qu'une formation, je peux vous dire, c'est la douleur, vous en trouvez à partir, voilà, de 400 ou 500 euros, voire plus, voire moins. Moi, mes formations ne sont pas du tout à ce prix-là. Elles peuvent être entre 69, 99 euros. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la douleur chronique. Je vous dis au revoir. N'oubliez pas, abonnez-vous sur le petit bouton en dessous. À bientôt!